Pour le 5e anniversaire de ma fille, je lui ai acheté le vélo de ses rêves avec ma première prime. Et dès que ma mère l'a vu, elle s'est précipitée et l'a arraché de ses mains en disant « Les ordures ne méritent pas de belles choses ». Lorsque ma fille a tenu bon, refusant de lâcher prise, mon père l'a giflée de toutes ses forces au visage, lui disloquant presque la mâchoire, en hurlant « Dégage tout de suite ». Puis il a arraché le vélo de sa prise et l'a donné à ma nièce. Ma sœur a souri d'un air narquois, « Eh bien, on dirait qu'on a eu un cadeau en avance. Coupons simplement le gâteau. » Puis elle a poussé sa fille en avant pour souffler les bougies de ma fille et a dit « C'est pour célébrer son cadeau. » Tout le monde a applaudi et ri pendant que ma fille pleurait. Puis ils sont tous partis, emportant le reste de ses cadeaux d'anniversaire. J'ai crié « Je vous ferai payer pour tout. » Mais ils m'ont ri au nez en disant « On va voir ce que tu vas faire. » Ils ne s'attendaient pas à ce que je les fasse supplier pour leur pitié. Le son du cri de ma fille résonne encore dans mes oreilles 5 ans plus tard. Emma n'avait que 5 ans lorsque tout s'est effondré, mais je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 6 mois d'affilée au cabinet comptable pour économiser pour ce vélo. Elle l'avait vu dans la vitrine du magasin de vélos Morrison S chaque jour en rentrant de la garderie, son petit nez pressé contre la vitre, traçant les rubans roses avec son doigt. Ma première vraie prime est arrivée 3 jours avant son anniversaire. Après des années de lutte en tant que mère célibataire, vivant d'un salaire à l'autre dans un appartement exigu, j'avais enfin quelque chose en plus. Le vélo coûtait $400, ce qui était plus que ce que j'avais jamais dépensé pour autre chose que le loyer. Mais l'expression sur le visage d'Emma quand elle l'a vu garé dans notre salon ce matin-là a rendu chaque sacrifice valable. Elle a couru vers lui avec une joie pure, rayonnant de tous ses pores. Ses petites mains ont saisi le guidon et des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. « Maman, il est vraiment à moi », a-t-elle murmuré, craignant de croire qu'une chose aussi merveilleuse pouvait lui appartenir. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas inviter ma famille à la fête. Des années de leur cruauté auraient dû m'apprendre à garder mes distances. Mais une partie naïve de moi espérait encore qu'il traiterait Emma avec une décence humaine de base pour son jour spécial. J'avais tort. Ma mère, Cynthia, est arrivée la première, ses yeux balayant l'appartement avec ce regard familier de dédain. Elle avait toujours été critique, mais depuis que j'étais tombée enceinte à 19 ans d'un homme qui avait disparu dès qu'il avait appris la nouvelle, son mépris s'était transformé en quelque chose de plus sombre. Derrière elles sont venus mon père Roger, ma sœur Valérie, son mari Trevor, et leur fille Madison, qui avait 4 ans à l'époque. Dès que Cynthia a repéré le vélo, son visage s'est tordu de rage. Elle a traversé la pièce en 3 grandes enjambées et l'a arraché à Emma si violemment que ma fille a trébuché en arrière. « Les ordures ne méritent pas de belles choses », a-t-elle hurlé, sa voix tranchant l'air de l'appartement comme du verre brisé. Les doigts d'Emma étaient encore enroulés autour du guidon. Elle s'y est accrochée de toutes ses forces, les jointures blanches et le corps tremblant. « Il est à moi », dit-elle, sa voix petite mais défiante. « Maman me l'a donné. » La main de mon père est sortie de nulle part. Le claquement de sa paume contre le visage d'Emma fut si fort que je l'entendis par-dessus le sang qui battait dans mes oreilles. Sa tête a basculé sur le côté, et elle s'est effondrée sur le sol comme une poupée de chiffon. « Dégage tout de suite », beugla Roger, arrachant le vélo de sa prise relâchée. Je me suis élancée en avant, mais Trevor m'a bloqué le passage pendant que Valérie regardait avec une froide amusement. Emma sanglotait sur le sol, sa main pressée contre sa joue qui enflait rapidement. Roger a tendu le vélo à Madison, qui l'a accepté avec un sourire suffisant qui reflétait exactement celui de sa mère. « Eh bien, on dirait qu'on a eu un cadeau en avance », dit Valérie, son ton dégoulinant de fausse douceur. Elle a pris le gâteau d'anniversaire d'Emma sur le comptoir de la cuisine et a poussé Madison vers lui. « Coupons simplement le gâteau. C'est pour célébrer son cadeau. » Madison s'est penchée et a soufflé les 5 bougies pendant qu'Emma regardait depuis le sol, son corps secoué de sanglots. Tout le monde a applaudi. Ma tante Lorraine, arrivée en retard, a même ri. Ils se sont jetés sur les cadeaux comme des vautours, déchirant les paquets que j'avais soigneusement emballés et se les partageant. Je me suis enfin libérée de l'emprise de Trevor et je suis tombée à genoux à côté d'Emma. Sa mâchoire était déjà en train de bleuir, la peau devenant violette et jaune.
Je l'ai prise dans mes bras et elle a enfoui son visage dans mon épaule, ses larmes trempant ma chemise. Je vous ferai payer pour tout. Les mots ont jailli du plus profond de moi, brut et désespéré. Valérie s'est retournée pour me regarder, le vélo dans une main et une peluche que j'avais achetée pour Emma dans l'autre. On va voir ce que tu vas faire, dit-elle, et toute la pièce a éclaté de rire. Ils sont sortis de mon appartement, les bras chargés des cadeaux d'Emma, laissant la destruction dans leur sillage. Le médecin des urgences a confirmé que la mâchoire d'Emma n'était pas cassée, mais qu'elle avait de graves ecchymoses et des lésions des tissus mous. Elle n'a pas pu manger d'aliments solides pendant 2 semaines. Les dommages psychologiques étaient plus profonds. Elle a cessé de parler pendant près d'1 mois, ne communiquant que par murmures lorsque c'était absolument nécessaire. Assise dans cette chambre d'hôpital pendant qu'Emma dormait d'un sommeil agité sous les dures lumières fluorescentes, quelque chose s'est cristallisé en moi. L'ancienne version de moi-même, celle qui absorbait leurs abus et continuait d'espérer un changement, est morte cette nuit-là. Ce qui l'a remplacée était plus dure, plus intelligente, et infiniment plus dangereuse. J'ai commencé à planifier immédiatement. La première étape était la documentation. J'ai déposé une plainte à la police pour l'agression, sachant très bien que Roger utiliserait ses relations pour la faire disparaître. Il était superviseur au service des eaux depuis 30 ans et avait des amis dans toute l'administration municipale. Le rapport a disparu en 48 heures, exactement comme je l'avais prédit, mais j'avais fait des copies, y compris des photographies des blessures d'Emma que l'agent d'accueil avait prises. Ensuite, j'ai engagé un détective privé nommé Kees Drummond. Il était cher, facturant $200 de l'heure, mais j'avais besoin d'informations. J'ai liquidé mon petit compte d'épargne et contracté un prêt personnel. Kees était minutieux et discret, exactement ce dont j'avais besoin. En 3 semaines, Kees a livré son premier rapport. Mon père détournait des fonds du service des eaux depuis plus d'1 décennie, écrémant l'argent des contrats municipaux et le faisant transiter par une série de sociétés écrans. Le montant total dépassait $600 000. Il avait été prudent, mais pas assez pour se cacher de quelqu'un qui savait où chercher. La situation de Valérie était encore plus intéressante. Son mariage parfait avec Trevor était une façade. Il avait une liaison avec sa secrétaire depuis 2 ans, et ils prévoyaient de s'enfuir ensemble une fois qu'il aurait dissimulé suffisamment d'actifs pour le divorce. Valérie n'en avait aucune idée. Elle se vantait constamment de leur future maison de vacances en Floride, complètement inconsciente que Trevor se préparait à la laisser sans rien. Les péchés de ma mère étaient plus subtils, mais tout aussi exploitables. Elle était bénévole dans une fondation caritative qui offrait des bourses d'études aux enfants défavorisés. Kees a découvert qu'elle orientait les dons vers les enfants de ses riches amis tout en rejetant les candidats qualifiés qui avaient réellement besoin d'aide. Elle utilisait également les fonds de la fondation pour payer des dépenses personnelles, les déguisant en frais de fonctionnement. L'information était puissante, mais j'avais besoin d'un levier au-delà de la simple exposition. Je devais démanteler leur vie comme ils avaient essayé de démanteler la mienne. J'ai commencé par mon père. En utilisant les documents de Kees, j'ai créé un dossier anonyme pour la division des crimes financiers de la ville. J'ai inclus des copies de relevés bancaires, de registres de transfert et une chronologie détaillée de chaque transaction frauduleuse. J'ai envoyé des dossiers identiques à 3 journaux différents et à la chaîne de télévision locale. L'affaire a éclaté un mardi matin. Roger a été arrêté à son bureau, sorti menotter pendant que les caméras tournaient. La nouvelle est passée sur toutes les chaînes, le montrant se cachant le visage derrière sa veste pendant que les journalistes criaient des questions. Le service des eaux l'a immédiatement suspendu sans solde et a lancé une enquête interne. Cynthia m'a appelé ce soir-là, hystérique. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre père ? » « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, ai-je dit calmement. Peut-être qu'il aurait dû penser aux conséquences avant de voler l'argent des contribuables. Elle m'a raccroché au nez, mais je pouvais l'entendre sangloter avant que la ligne ne se coupe. Pour Valérie, j'ai adopté une approche différente. J'ai engagé une avocate nommée Patricia Silverstein, une spécialiste du divorce réputée pour être absolument impitoyable. Je lui ai donné toutes les informations de Kees sur la liaison de Trevor et ses manœuvres financières. Puis j'ai fait quelque chose qui a choqué même Patricia. J'ai payé la première consultation de Valérie.
J'ai envoyé à ma sœur un email anonyme avec des photos de Trevor et de sa secrétaire, ainsi que des relevés bancaires montrant comment il avait déplacé leur argent. L'email incluait les coordonnées de Patricia et un bon prépayé pour ses services. Valérie a appelé Patricia le jour même. Je le sais parce que Patricia me tenait informée, en veillant à ne pas violer le secret professionnel, mais en partageant assez pour que je sache que le plan fonctionnait. Le divorce fut vicieux. Trevor ne s'attendait pas à ce que Valérie le découvre avant qu'il ne soit prêt à partir. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle engage quelqu'un du calibre de Patricia. Elle a gelé leurs avoirs, obtenu une ordonnance restrictive et demandé la garde exclusive de Madison. Trevor a essayé de se battre, mais Patricia l'a submergé de requêtes et de demandes de communication de pièces. En 8 mois, Valérie a obtenu la maison, 70% de leurs biens communs et la garde exclusive, Trevor payant une pension alimentaire substantielle. Elle aurait dû célébrer. Au lieu de cela, elle était misérable car le scandale avait détruit sa position sociale. Toutes ses amies riches étaient au courant de la liaison, et les documents judiciaires publics révélaient exactement combien d'argent Trevor avait gagné par rapport à la contribution de Valérie à leur style de vie, qui était nul. La chute de ma mère fut la plus satisfaisante. J'ai contacté 3 familles dont les enfants avaient été refusés au programme de bourse malgré le fait qu'ils remplissaient toutes les conditions. Je leur ai fourni des documents montrant comment Cynthia avait manipulé le processus de sélection pour favoriser les enfants de familles aisées qui n'avaient pas besoin d'aide financière. Ces familles ont poursuivi la fondation en justice. Le procès a révélé l'utilisation abusive des fonds par Cynthia et elle a été contrainte de démissionner en disgrâce. La fondation l'a licenciée publiquement et a exigé le remboursement des fonds détournés. Elle a dû vendre sa voiture et contracter une 2e hypothèque sur la maison pour couvrir le montant. Mais je n'avais pas fini. La maison qu'elle essayait de sauver était la même maison où j'avais grandi, l'endroit où j'avais enduré des années de violence psychologique et où Emma avait été agressée. La défense juridique de Roger épuisait leurs finances, et ils avaient déjà du mal avec les paiements de restitution de Cynthia. J'ai découvert grâce à Case qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque. La banque se préparait à engager une procédure de saisie. J'ai contacté la banque par l'intermédiaire d'une SARL que j'avais créée et j'ai racheté leur dette à prix réduit. La banque était heureuse de se débarrasser d'un mauvais prêt et je suis devenue la détentrice de l'hypothèque de mes parents. J'ai attendu exactement 1 semaine avant d'envoyer un avis de défaut de paiement formel. Ils avaient 30 jours pour payer la totalité du montant impayé plus les pénalités, sinon je procéderais à la saisie. La lettre n'incluait pas mon nom, juste les informations de la SARL. La procédure de saisie a duré 8 mois, ce qui leur a laissé amplement le temps de sentir le poids de ce qui allait arriver. Chaque audience, chaque dépôt légal, chaque appel rejeté, je me suis assuré qu'ils sachent que j'étais en contrôle. Roger m'a appelé, sa voix brisée par le désespoir. Nous avons besoin d'aide. Ta mère et moi allons perdre la maison. C'est malheureux, ai-je dit. Avez-vous pensé à demander à Valérie? Elle ne répond pas à nos appels. Elle nous reproche son divorce d'une manière ou d'une autre. J'ai souri. Valérie avait compris que l'email anonyme venait de quelqu'un ayant accès à des ressources d'enquête privées. Elle soupçonnait nos parents d'avoir engagé quelqu'un pour trouver des informations compromettantes sur Trevor pour leurs propres raisons, sans jamais réaliser que j'étais derrière tout ça. Je ne peux pas vous aider, ai-je dit à Roger. Je paie encore les factures médicales d'Emma depuis que tu l'as agressée. Un silence s'installa. Puis il dit, c'était un accident. Elle était irrespectueuse. Elle avait 5 ans et c'était son anniversaire. Tu as frappé une enfant au visage assez fort pour lui causer de graves blessures parce qu'elle ne voulait pas abandonner un cadeau que je lui avais acheté. Il n'y a rien d'accidentel là-dedans. Nous sommes une famille, dit-il, la voix tremblante. Tu dois nous aider. Vous m'avez appris que la famille ne signifie rien. Vous m'avez montré exactement ce que je vous dois, c'est-à-dire moins que rien. Au revoir, Roger. J'ai raccroché et bloqué son numéro. La saisie a suivi son cours. Mes parents ont essayé de la contester, mais ils n'avaient aucun fondement juridique. La dette était légitime, et ils étaient en défaut. Le tribunal a statué en ma faveur, et je les ai expulsés de la maison.
Ils ont emménagé dans un appartement exigu dans le pire quartier de la ville, le genre d'endroit qu'ils avaient toujours méprisé. Pendant la procédure d'expulsion, j'ai veillé à être présente. Je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient qui détenait le pouvoir. L'adjoint du shérif a frappé à la porte à 9 heures du matin, et je me tenais derrière lui avec les documents légaux en main. Cynthia a répondu, encore en peignoir. Quand elle m'a vu, son visage est devenu blême. Toi, a-t-elle soufflé. C'est toi qui as racheté l'hypothèque. Correction, ma SARL l'a racheté. Tout est parfaitement légal. Roger est apparu derrière elle, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur réelle et sincère. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Vous ne m'avez donné que de la douleur et de l'insécurité. Vous m'avez appris que je ne valais rien, que ma fille était une ordure. Maintenant, vous allez découvrir ce que ça fait de n'avoir rien. L'adjoint s'est raclé la gorge, mal à l'aise face au drame familial, mais déterminé à faire son travail. Madame, monsieur, vous avez 2 heures pour récupérer vos effets personnels. Tout le reste reste en garantie de la dette. Je les ai regardés faire leur carton. Cynthia a essayé de prendre de la porcelaine et des œuvres d'art de valeur, mais j'avais spécifiquement listé ces articles dans l'accord de saisie. Elle a dû laisser derrière elle les vases en cristal qu'elle avait mis des années à collectionner, les meubles anciens qui étaient dans sa famille depuis des générations, les tapis persans dont elle s'était vantée à chaque dîner. Roger a tenté de négocier, offrant de céder sa pension, sa voiture, n'importe quoi pour garder la maison. J'ai refusé chaque offre. La maison représentait chaque mauvais souvenir de mon enfance, chaque moment où je m'étais sentie petite et indésirable. La leur prendre était plus qu'une question d'argent. Alors qu'ils chargeaient des cartons dans un camion emprunté, les voisins sont sortis pour regarder. C'étaient des gens qui connaissaient mes parents depuis des décennies, qui avaient assisté à leur fête et admiré leur vie apparemment parfaite. L'humiliation de Cynthia était complète. Elle ne pouvait même pas les regarder. Avant de partir, Roger s'est approché de moi une dernière fois. Quand je sortirai de prison, je te ferai regretter ça. Je me suis approché de lui, assez près pour que lui seul puisse entendre mes mots. Tu auras 73 ans quand tu seras libéré. Tu auras un casier judiciaire, pas d'économie, pas de maison, et aucune perspective. Tu n'auras ni l'énergie ni les ressources pour faire autre chose que survivre. Mais si tu penses ne serait-ce qu'à t'approcher d'Emma ou de moi. J'ai assez de preuves de crimes financiers supplémentaires pour te renvoyer en prison pour une autre décennie. Et c'est un peu pour voir. Son visage est devenu rouge de rage impuissante, mais il n'a rien dit. Il est monté dans le camion et ils sont partis. La maison nécessitait d'importantes rénovations. J'ai engagé des entrepreneurs pour vider l'intérieur, enlevant toute trace de la famille qui y avait vécu. Le papier peint que Cynthia avait choisi, les bibliothèques encastrées que Roger avait installées, la cuisine où on m'avait dit d'innombrables fois que j'étais une déception, tout a été arraché et remplacé. J'ai trouvé des choses pendant la rénovation. Cachés au fond des placards, il y avait des albums photos de mon enfance. Sur presque chaque photo, Valérie était au premier plan, souriante et parfaite. J'étais généralement coupée sur le bord du cadre ou complètement absente. Il y avait des dizaines de photos des fêtes d'anniversaire de Valérie, de ses remises de diplôme, de son mariage. Ma photo de fin de lycée manquait. Ma photo de bal avait été jetée dans une boîte au sous-sol, endommagée par l'eau et oubliée. J'ai tout brûlé dans le foyer du jardin. Chaque photographie, chaque souvenir de la famille qui m'avait rejetée. Les flammes les ont réduits en cendres, et je me sentais plus légère à chaque disparition. Case a continué son enquête car je l'avais gardé sous contrat. Son rapport suivant a révélé quelque chose que je n'avais pas prévu. Ma tante Lorraine, celle qui avait ri pendant qu'Emma pleurait, était au courant des détournements de Roger depuis des années. Elle l'avait aidé à monter certaines des sociétés écrans en échange d'un pourcentage des bénéfices. J'ai réfléchi à ce que je devais faire de cette information. Lorraine avait sa propre famille, 2 fils à l'université qui n'avaient rien à voir avec ce qui était arrivé à Emma. Mais je me suis souvenu de son rire, de la façon dont elle avait encouragé Madison à prendre plus de cadeaux d'Emma, comment elle avait traité ma fille de gâtée pour avoir pleuré alors que son anniversaire était détruit.
La décision est devenue plus facile. J'ai soumis les preuves au procureur chargé de l'affaire de Roger. Ils étaient ravis d'avoir un témoin coopératif à faire basculer, même si ce témoin était contraint par les preuves plutôt que par sa conscience. Lorraine a été accusée de complicité de fraude et de blanchiment d'argent. Son mari a divorcé d'elle en quelques semaines. C'était un comptable rigoureux qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité. Avoir une femme accusée de crimes financiers a détruit son entreprise. Les clients ont fui, les contrats ont été annulés, et il a dû fermer son cabinet. Il a entièrement blâmé Lorraine, sans jamais reconnaître qu'il avait profité du style de vie que l'argent mal acquis de sa femme avait permis. Les fils de Lorraine ont dû abandonner leurs coûteuses universités privées et s'inscrire dans des community collèges. Ils pouvaient à peine se le permettre après que les frais juridiques eurent consumé leurs fonds pour les études. L'un d'eux, Derek, m'a envoyé un email vicieux m'insultant de tous les noms. J'ai répondu par une seule phrase: ta mère a ri pendant que ma fille de 5 ans pleurait le jour de son anniversaire. Il ne m'a plus jamais contacté. L'affaire contre Lorraine a progressé lentement. Son avocat a tenté de plaider qu'elle avait été contrainte par Roger, qu'elle était une victime de sa manipulation, mais les preuves de case montraient des dizaines de mai où Lorraine avait activement participé à la création de fausses factures et à la dissimulation d'argent. Elle avait été enthousiaste et créative dans sa fraude. Finalement, elle a accepté un plaidé coupable, 3 ans de prison, plus une restitution. Son audience de détermination de la peine a coïncidé avec celle de Roger, et ils se sont tous deux tenus devant le même juge. Le juge a noté le lien familial et a exprimé son dégoût qu'ils se soient corrompus mutuellement au lieu de choisir l'intégrité. J'ai assisté aux 2 audiences de détermination de la peine. Je me suis assise au fond de la salle d'audience où il pouvait me voir s'il se retournait. Roger l'a fait une fois. Le regard qu'il m'a lancé était de la haine pure. Je lui ai souri, un vrai sourire, et je l'ai vu tressaillir. Pendant ce temps, la vie de Valérie continuait de s'effondrer d'une manière que je n'avais même pas orchestrée. La nouvelle femme de Trevor a eu son bébé, un garçon nommé Connor. Trevor était fou de son fils d'une manière qu'il ne l'avait jamais été avec Madison. Il a commencé à annuler son temps de garde avec Madison, prétextant des obligations professionnelles ou des responsabilités liées au nouveau-né. Madison l'a remarqué. Elle a commencé à avoir un comportement encore plus difficile, se faisant renvoyer de l'école pour s'être battue et avoir répondu aux enseignants. Valérie ne pouvait pas la gérer. Elle avait compté sur l'argent et les privilèges pour aplanir les aspérités de Madison. Mais maintenant, elle n'avait ni l'un ni l'autre en quantité suffisante. Valérie a tenté d'augmenter la pension alimentaire de Trevor, arguant que la thérapie et le tutorat spécial de Madison nécessitaient plus d'argent. Le juge était sympathique mais ne pouvait pas augmenter la pension au-delà des directives de l'État. Trevor payait déjà le pourcentage maximum de son revenu. En désespoir de cause, Valérie a contacté certaines de ses anciennes amies, les femmes riches avec qui elle socialisait avant le divorce. Elles étaient polies mais distantes. L'une d'elles, Christine, qui avait été sa plus proche amie, a été directe sur la raison: tu es une honte, Val. Ton mari t'a trompé pendant des années. Tu n'en savais rien? Et tu as fini fauché malgré son bon revenu. Personne ne veut s'associer à ce genre d'échec. Ça nous fait regarder nos propres mariages et nous demander ce que nous manquons. Valérie m'a raconté cela lors de notre rencontre dans un café, sa voix vide de chagrin. Elle avait perdu son mari, sa maison, sa sécurité financière, et maintenant son cercle social. Tout ce sur quoi elle avait fondé son identité avait disparu. Je n'ai pas eu pitié d'elle. La femme qui avait volé une fillette de 5 ans méritait chaque parcelle de souffrance qu'elle éprouvait. Après notre rencontre, j'ai appris par le suivi continu de Case que Valérie avait commencé à boire beaucoup. Elle se présentait aux réunions parents-professeurs en sentant le vin. Le thérapeute de Madison a exprimé des inquiétudes concernant l'environnement familial. Trevor a utilisé cela pour demander la garde principale, arguant que Madison avait besoin de stabilité. La bataille pour la garde fut brutale. Les frais de justice ont consommé le peu d'argent qu'il restait à Valérie. Elle a dû vendre ses bijoux, sa collection de sacs à main de créateurs, tout ce qu'elle avait autrefois apprécié. Finalement,
le juge a accordé la garde principale à Trevor, Valérie obtenant un week-end sur 2 et les dîners du mercredi. Madison avait 9 ans à l'époque, assez grande pour avoir une opinion sur l'endroit où elle voulait vivre. Elle a dit au tuteur nommé par le tribunal qu'elle voulait vivre avec son père parce que « maman pleure tout le temps et oublie de faire à manger ». Entendre cela a brisé quelque chose en Valérie. Elle se définissait comme la mère parfaite avec la famille parfaite. Perdre la garde a confirmé ce qu'elle avait toujours secrètement craint, qu'elle était un échec. J'ai appris la décision concernant la garde par le rapport de Case. Je suis restée avec cette information pendant un long moment, essayant d'y trouver de la satisfaction. Ce que j'ai trouvé à la place était un sentiment de vide. La souffrance de Valérie avait cessé d'être une question de justice et avait commencé à ressembler à regarder quelqu'un s'autodétruire. Mais alors, je me souvenais du visage d'Emma quand Madison a soufflé ses bougies. Je me souvenais comment Valérie avait souri d'un air narquois et appelé ça « la célébration de son cadeau ». Le sentiment de vide s'estompait, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus certain. Certains pourraient qualifier ce que j'ai fait d'excessif. Ils pourraient dire que le fait que Roger aille en prison était suffisant, que je n'avais pas besoin de détruire aussi Cynthia, Lorraine et Valérie. Mais ces gens n'ont pas vu leur fille se faire frapper si fort que sa mâchoire a failli se briser. Ils n'ont pas passé des semaines à écouter ses cauchemars, à la tenir pendant qu'elle sanglotait à propos de monstres qui ressemblaient à ses grands-parents. La justice n'est pas un acte unique. C'est un processus, un rééquilibrage des balances qui avaient été injustement inclinées pendant trop longtemps. Ma famille avait passé des années à me faire sentir sans valeur, puis ils avaient étendu cette cruauté à ma fille innocente. Ils avaient mérité tout ce qui leur est arrivé. La situation de Madison a continué à se détériorer. J'ai commencé à recevoir des nouvelles d'une source inattendue, la conseillère d'orientation de Madison, une femme nommée Gretchen Winters, qui avait en quelque sorte fait le lien entre les problèmes de comportement de Madison et l'incident à la fête d'Emma. Elle m'a appelé un après-midi, les enfants à qui l'on apprend à être cruel en souffrent souvent plus tard. Madison en fait l'expérience maintenant. Grâce à nos conversations, j'ai appris des détails que les rapports de Case n'avaient pas saisis. La fille était rongée par la culpabilité concernant l'incident du vélo, faisant des cauchemars où le visage en pleurs d'Emma la hantait. Elle a essayé de s'excuser par une lettre qu'elle avait écrite en thérapie, mais Valérie l'avait jetée, disant à sa fille qu'admettre une faute était une faiblesse. Madison demande parfois des nouvelles d'Emma, m'a dit Gretchen. Elle veut savoir si Emma va bien, si elle a eu un autre vélo. Je pense que la culpabilité la ronge, mais elle n'a aucun cadre sain pour la gérer. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction dans la souffrance de Madison. Mais entendre parler d'une enfant tourmentée par la culpabilité pour quelque chose qu'elle avait été encouragée à faire par des adultes m'a fait réfléchir. Madison avait 4 ans. J'ai dit à Gretchen que si Madison voulait sincèrement s'excuser, je permettrais à Emma de recevoir une lettre. La lettre de Madison est arrivée 2 semaines plus tard. Elle était écrite au crayon sur du papier ligné, l'écriture tremblante, mais sincère. Chère Emma. Je suis désolée d'avoir pris ton vélo. Je suis désolée d'avoir soufflé tes bougies. Je savais que c'était mal, mais tout le monde riait et je voulais qu'il soit fier de moi. Le vélo n'était même pas amusant parce qu'à chaque fois que je le conduisais, je pensais à toi en train de pleurer. Ma mère l'a donné après quelques mois. Je fais parfois de mauvais rêves à propos de ton anniversaire. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'espère que tu as eu un nouveau vélo et que personne ne te l'a pris. Je suis vraiment, vraiment désolée. Madison. J'ai montré la lettre à Emma, observant attentivement son visage pendant qu'elle la lisait. Elle avait 9 ans à l'époque. Elle fait des cauchemars aussi, demanda Emma doucement. Apparemment, à cause de ce qu'elle m'a fait. Oui. Emma a plié la lettre soigneusement et l'a mise dans le tiroir de son bureau. Je ne suis pas prête à lui pardonner pour l'instant. Peut-être jamais. Mais c'est bien qu'elle se sente mal. Les gens devraient se sentir mal quand ils font du mal aux autres. La sagesse de ces paroles m'a frappée. Emma avait appris la leçon que j'avais enseignée par mes actions. Les conséquences comptent. Alors que la situation de Madison avec Trevor se déroulait, j'en ai appris plus sur sa nouvelle femme, Heather.
La maternité l'avait changée. Elle a commencé à documenter des choses inquiétantes sur le comportement de Valérie lors des échanges de garde, l'odeur d'alcool, l'apparence négligée. Lorsque Trevor a demandé la garde principale, la documentation de Heather faisait partie des preuves. Après l'audience, Heather m'a envoyé un email inattendu. Je sais ce que Valérie et sa famille ont fait à votre fille. Je veux que vous sachiez que Madison suit une thérapie ici aussi, et nous lui enseignons des valeurs différentes de celles que Valérie a modelées. Elle apprend que la gentillesse compte plus que le statut, que s'excuser montre de la force, pas de la faiblesse. J'espère que votre fille guérit. J'ai lu cet email 3 fois. J'ai répondu brièvement, merci de vous soucier du caractère de Madison. Emma va bien. Elle est résiliente et forte. Sa réponse est arrivée le même jour, elle essaie. Elle demande parfois des nouvelles d'Emma. Serait-il possible pour elle de savoir qu'Emma va bien? Juste une confirmation qu'elle n'a pas causé de dommages permanents. J'ai demandé directement à Emma. La belle-mère de Madison veut savoir si tu vas bien. Apparemment, Madison se sent coupable. Serais-tu d'accord pour que je leur dise que tu vas bien? Emma a réfléchi. Est-ce qu'ils le diront à la mère de Madison? Je ne pense pas. Alors d'accord. Tu peux leur dire que je vais bien, que j'ai des amis, que j'aime l'école et que j'ai eu un nouveau vélo que personne ne m'a pris. J'ai transmis cela à Heather, qui a répondu, merci. Je le dirai à Madison. Je pense que cela l'aidera dans son processus de guérison de savoir qu'Emma s'est rétablie. L'échange m'a donné un sentiment de clôture inattendu. Madison apprenait les conséquences mais trouvait aussi un chemin pour avancer. Valérie, pendant ce temps, n'apprenait rien. Elle restait amère, blâmant tout le monde sauf elle-même. 18 mois après l'anniversaire d'Emma, j'ai reçu un appel de Valérie. Sa voix était creuse. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle avait l'air terrible. Je sais que c'était toi, a-t-elle dit. Tout ça. Comment as-tu pu détruire ta propre famille? Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de vous protéger des conséquences de vos propres actions. Emma allait bien. Elle faisait du théâtre à propos du vélo. Emma avait de graves ecchymoses et n'a pas pu manger d'aliments solides pendant 2 semaines. Elle a cessé de parler pendant 1 mois. Elle a encore des cauchemars à propos de ce jour. Mais bien sûr, dis-moi plus sur le fait qu'elle faisait du théâtre. Le visage de Valérie s'est effondré. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu t'en fichais. Il y a une différence. Papa et maman ont tout perdu. Papa risque d'aller en prison. Et tu as perdu ton mariage, ton statut social et ta sécurité financière. Je sais. J'ai observé. Sa tête s'est relevée d'un coup. Tu as observé? Tu veux dire que tu as orchestré? Je veux dire que je me suis assuré que justice soit faite. Vous avez tout pris à ma fille le jour de son anniversaire. Vous avez ri pendant qu'elle pleurait. Vous avez volé une enfant de 5 ans et vous vous en êtes senti bien. Alors, oui. Je me suis assuré que vous payiez tous pour ce que vous avez fait. Valérie s'est levée brusquement. Je suis venue ici pour demander pitié. Pour te supplier d'arrêter. Pitié, ai-je répété. Emma a-t-elle reçu de la pitié quand elle vous a supplié d'arrêter? Elle était une enfant. Nous sommes des adultes. Nous pouvons être détruits par ça. Elle était une enfant. Vous étiez des adultes et vous avez détruit son 5e anniversaire, son sentiment de sécurité et sa capacité à faire confiance à sa famille. Pardonne-moi si je ne me sens pas particulièrement sympathique. Tu es sans cœur, a chuchoté Valérie. J'ai appris des meilleurs. Elle est partie sans un mot. 6 mois plus tard, Roger a été condamné à 4 ans de prison fédérale. Cynthia a demandé le divorce pendant qu'il attendait sa sentence. La maison de mes parents, celle que j'avais saisie, est restée vide pendant plusieurs mois. Je l'ai finalement rénovée complètement, effaçant toute trace de mon enfance. Je l'ai vendue avec un profit substantiel et j'ai placé l'argent dans un fonds en fiducie pour l'éducation d'Emma. Le vélo qui a tout commencé avait disparu depuis longtemps. Mais j'en ai acheté un nouveau à Emma pour son 6e anniversaire. Elle était hésitante au début,
craignant qu'on ne le lui reprenne. Celui-ci est vraiment à toi, je lui ai dit. Personne ne te le prendra. Je te le promets. Emma a 10 ans maintenant. Elle se souvient encore de ce 5e anniversaire, mais il ne la définit plus. Elle est forte, résiliente et totalement incapable de tolérer l'injustice. La semaine dernière, elle a tenu tête à un harceleur à l'école. Quand la directrice m'a appelée, elle a mentionné qu'Emma avait dit au harceleur « Ma mère m'a appris que les gens qui font du mal aux autres pour le plaisir finissent par le payer. » Je n'ai jamais été aussi fière. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis des années. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait. La réponse est simple. Absolument pas. Je n'ai pas cherché à détruire ma famille. J'ai cherché à leur faire affronter les conséquences de leurs actes. La destruction était leur propre œuvre, bâtie sur des fondations de cruauté, de fraude et de suffisance. Le lendemain de la fête d'anniversaire ruinée d'Emma, alors qu'elle était encore à l'hôpital, Valérie avait publié sur les réseaux sociaux un message sur la « charmante réunion de famille » et le « cadeau surprise de Madison ». La photo montrait Madison sur le vélo rose, souriant à l'appareil photo tandis que les décorations d'anniversaire d'Emma étaient visibles en arrière-plan. Cette publication est toujours en ligne. Je l'ai sauvegardée. Parfois, quand je doute de moi-même ou que je me demande si je suis allée trop loin, je la regarde. Je me souviens du son du cri d'Emma quand Roger l'a frappée. Je me souviens comment ils ont tous ri. Et puis je dors très bien. La justice n'est pas toujours jolie. Elle n'est pas toujours gentille. Mais elle est nécessaire. Ma famille pensait être intouchable. Ils ont appris le contraire. Et si cela fait de moi quelqu'un d'impitoyable, de vindicatif ou de sans cœur, je porterai ces étiquettes avec fierté, car je préfère être tout cela plutôt que quelqu'un qui laisse la cruauté impunie. Emma et moi construisons une belle vie ensemble. Nous avons un appartement plus agréable maintenant, dans un quartier sûr. Le mois dernier, Emma a demandé si elle pouvait inviter des amis pour sa fête d'anniversaire de 10 ans. Son hésitation m'a brisé le cœur, mais je la comprenais. La fête a été tout ce que son 5e anniversaire aurait dû être. 10 filles de sa classe sont venues. Emma a soufflé ses bougies, entourée de vrais amis. Personne ne lui a rien pris. Personne ne l'a blessée. En la regardant ouvrir ses cadeaux, j'ai pensé à quel point nous étions passés près d'une vie différente. Si j'avais accepté ce qui s'était passé, si je les avais laissés nous briser, Emma aurait peut-être grandi en croyant qu'elle méritait d'être traitée comme une ordure. Au lieu de cela, elle a grandi en sachant que les actions ont des conséquences et que parfois la justice exige de la patience et de la planification. Ma famille attend toujours que je cède, que je pardonne, que je les laisse revenir dans nos vies. Ils attendent une pitié qu'ils ne nous ont jamais montrée. Ils peuvent attendre éternellement. Emma et moi n'avons pas besoin d'eux. Nous ne les avons jamais eus. Nous nous avons l'une l'autre, et nous avons la vie que nous avons construite sur les cendres de ce jour terrible. Nous avons des fêtes d'anniversaire sans peur, des cadeaux sans vol et un amour sans condition. C'est plus qu'ils ne nous ont jamais donné, et infiniment plus que ce qu'ils méritent de notre part.